Bonjour à tous, c'est dans cet environnement aride et désertique que j'ai envie de parler de changement climatique. On va parler d'une possibilité d'effondrement de notre civilisation. L'effondrement de notre civilisation serait un processus dans lequel les besoins de base de notre population, qui sont se chauffer, se nourrir et se déplacer, ne seraient plus des services encadrés par la loi. C'est une petite prise de conscience. Je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Messieurs, bonjour. Bonjour Bertrand. Jacques Blamont, qui est fondateur du programme spatial français, qui a participé à envoyer des ballons sur Vénus. Et Pablo Servigne, je vais vous laisser aussi vous présenter après Jacques. Jacques, est-ce que vous voulez bien vous présenter succinctement? Je suis physicien. J'ai fait mes études à l'École normale supérieure. Et ça m'a amené comme professeur à la Sorbonne à 30 ans. À ce moment-là, on m'a demandé de changer ce que je faisais et de m'occuper du programme spatial français où il n'y avait rien. Et ça se passait en 1957, au moment de Spoutnik. Il y avait quelques fusées sondes qui étaient prévues pour l'année géophysique internationale dans le programme français. Et donc, on m'a donné cet os à ronger. Et je proposais des expériences qui ont très bien marché et dont, en fait, la conséquence a été le démarrage de tout le programme français spatial et la création par le général de Gaulle du CNES. Lorsque le CNES a été créé, on m'a demandé d'être le premier directeur technique et scientifique, ce que je suis resté pendant 12 ans. Et après ça, je suis resté au CNES comme haut conseiller scientifique et j'y suis encore comme conseiller du président bénévole. Moi, j'ai une formation scientifique, auteur et conférencier. J'écris des livres, des articles, je fais des conférences. Scientifique, d'abord agronome et après éthologue. J'ai fait de comportement animal. J'ai fait ma thèse, quelques années de recherche. Puis j'ai arrêté la recherche académique et j'ai fait de l'éducation populaire. Écrire des articles, faire des conférences et transmettre la passion de la science, et pas que la science d'ailleurs, au grand public. Donc Jacques Blamont a écrit un livre qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces ». C'est pour ça qu'on a fait venir Pablo Servigne aujourd'hui pour en discuter un peu. Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre-là? Considérer toutes les difficultés qui attendent l'humanité. Liste et l'analyse d'une série de dangers. Et le point principal, c'est que pour moi, chacune des menaces qui se sont concrétisées, par exemple comme la menace climatique, chacune des menaces se couple avec les autres. Et donc on pourrait peut-être échapper à l'une, mais on ne peut sans doute pas échapper au complexe de l'ensemble de ces menaces. Comment vous voyez le pouvoir politique gérer cette grande liste? Est-ce que vous voyez une force politique prendre les choses en main? Est-ce que vous voyez la force publique prendre les choses en main? Est-ce que le public est conscient de ces menaces-là? Je vous répondrai d'abord sur votre question sur les pouvoirs publics. Je pense que le problème échappe complètement au pouvoir politique. Et d'ailleurs, on peut trouver un exemple très simple. C'est qu'il y a eu la COP21 il y a maintenant 3 ans, ou quelque chose comme ça, et tous les États ont promis d'améliorer le bilan carbone. Rien n'a été fait par aucun gouvernement depuis. Et en particulier, c'est très curieux, c'est que le gouvernement français qui a fait cocorico avec le rôle qu'il jouait dans la réunion, n'a pas fait plus que les autres. Et disons que notre consommation en carbone a augmenté depuis la consommation de la France. Et ça, nous sommes devant des grandes tendances, des tendances de fond. L'essentiel, c'est très clair, provient de l'augmentation de la population, 1% par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose encore plus grave. C'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Et donc, si la croissance de la population est de l'ordre de 1% par an, la croissance de la consommation des ressources naturelles qui servent à, disons, augmenter le niveau de vie est de 2% par an.
Et donc, nous sommes en présence. Alors que pour que l'État reste stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne s'aggrave pas, il faudrait 0%. Mais avec 2% d'augmentation de la consommation des ressources naturelles, le système est instable et ne peut pas être arrêté. Et alors, ces deux facteurs, augmentation de la population et augmentation de son niveau de vie, son développement, sont complètement en dehors, des moyens d'action des gouvernements. Et donc, c'est pour ça que je pense que les gouvernements ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'on a des analyses en silo. Il y a les climatologues qui parlent des risques et des menaces, l'énergie, la finance, l'économie, la biodiversité, et peu d'analyses transdisciplinaires, systémiques, globales, et peu de connaissances sur les systèmes complexes, sur les réseaux, sur les effets de seuil, sur les effets de contagion, etc. Donc, moi, j'ai malheureusement lu votre livre un peu vite d'ailleurs, et après avoir publié le nôtre, mais ça se rejoint sur beaucoup de constats. Et sur la population, ben, on voit clairement qu'on a atteint des limites planétaires du système Terre. Il y a deux moyens, on réduit la population et ou on réduit le niveau de vie. Et pour l'instant, on ne sait faire ni l'un ni l'autre. Et ça inclut la question des inégalités, parce que plus on a des ultra-riches qui consomment beaucoup, plus les pauvres et les ultra-pauvres veulent leur ressembler dans une course effrénée à la consommation, à la destruction. Tout le monde estime que l'humanité atteindra à peu près 10 milliards d'humains vers 2050. Mais si on tient compte de l'augmentation de leurs besoins, c'est l'équivalent de 14 milliards. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait nourrir 14 milliards de gens et non pas 10, et non pas 7 comme aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas possible. Ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la consommation de tous les biens. Et quand je dis biens ou ressources naturelles, c'est très général. Par exemple, les terres arables, par exemple, l'atmosphère, qui est un bien et qui est, disons, attaqué de façon à fournir le changement climatique. Mais il y a d'autres ressources naturelles qui sont encore plus menacées. Et naturellement, celle qui vient à l'esprit et qui va connaître une aggravation, c'est la ressource en eau. Si on considère déjà ce qui se passait dans les quelques dernières années en ce qui concerne la quantité disponible d'eau dans le bassin méditerranéen, on s'aperçoit que les crises politiques ou militaires viennent des sécheresses, du problème de l'eau. On a commencé à partir de 1970 à pomper dans toutes les nappes phréatiques. La situation va s'aggraver rapidement. Le Pakistan, etc., les glaciers sont en train de fondre. Et la Chine récupère tout ça. En plus, et à cause du réchauffement climatique, il y aura bientôt, il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Et là, ça crée des conflits géopolitiques majeurs, avec une édification de murs, et puis c'est des pays aussi qui ont la bombe nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Et donc, j'avais vu une étude il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Nature, où ils analysaient l'état de l'eau en fonction des populations. Et il y a trois zones, ils ont à haut risque pour la disponibilité en eau des populations. Et contrairement à ce qu'on croit, enfin c'est contre-intuitif, c'est l'Inde, la Chine et l'Europe. Pourquoi? L'Europe, les pays riches. Pourquoi? Parce qu'il y a une densité de population très élevée. Et en fait, c'est pas simplement, c'est très important hein, l'accès à l'eau naturelle, mais il y a aussi la potabilisation, le traitement de l'eau et la distribution de l'eau qui est consommateur d'énergie, de ressources, de beaucoup d'énergie. Ça veut dire que l'accès en eau des Européens moyens, il dépend d'un système artificiel qui dépend de ressources, d'énergie, de terres rares, etc. et d'ingénieurs, d'une complexité administrative, technique qu'on doit maintenir en place, qui est très complexe et très cher. Donc c'est une sorte on vit sur
sur une sorte de coussin artificiel très vulnérable. Alors, il y a un changement climatique, et ce changement climatique, on a raconté qu'il se traduit par un changement en degrés centigrades sur toute la planète, étant donné que pour un changement de 5 degrés centigrades, on a un âge polaire. C'est-à-dire qu'il y a 5 degrés entre l'âge polaire et maintenant. Et donc, c'est vous dire que quand on dit 1 ou 2 degrés, c'est très sérieux. Le GIEC s'est battu pour forcer les gouvernements à accepter comme objectif stratégique un changement mondial de 1,5 degré. C'est tout à fait ridicule. Il n'est pas question de s'arrêter à 1,5 degré. On va certainement le dépasser assez rapidement. C'est un peu ce que dit le GIEC, c'est-à-dire que le 1,5 degré, il est déjà mort. Jacques, on est dans la merde? Est-ce qu'on est dans la merde? Ah oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que l'eau, il y a beaucoup d'autres facteurs. Le changement climatique va amener en même temps une modification profonde et peut-être un arrêt de la mousson. Et donc, voilà, et vous avez plus d'1 milliard de gens en Inde qui vont se retrouver avec des ressources agricoles très diminuées et des ressources en eau allant vers le zéro. Pour revenir au GIEC, il y a deux choses en fait. Le GIEC, c'est la synthèse de publications qui sont déjà un petit peu passées il y a quelques mois. Ça va très vite en climatologie. Et du coup, ils disent, c'est un rapport spécial, hein, c'est juste le résumé, qui dit « il est encore possible d'aller vers 1,5 degré ». J'y crois pas entre nous, mais c'est le message qu'ils veulent faire passer. En gros, on va peut-être vers 2, 3. Et en fait, là, je reviens à l'étude qui est parue le 6 août dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, un peu la même équipe qui avait fait la super étude dans Nature en 2012 sur le possible basculement de toute la biosphère dans un état invivable. Dans quelques temps, on pourrait basculer vers un état globalement insupportable pour la majorité des espèces sur Terre. Et en fait, ils ont remis le couvert. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, en fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction, je parle du climat, hein, dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les courants océaniques, etc. Et ils disent qu'il y a 3 sortes de grandes boucles de rétroaction. Les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction, ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve, hothouse Earth. Et les scientifiques nous disent, en fait, on est dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent « Oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. » Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, « Regardez là sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. » Si on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même mal barré. Mais il y a une petite chance, c'était le message de l'étude. Et encore, si on arrive à s'accrocher au petit rocher, ça veut dire plus 2 de moyenne, ce qui est déjà catastrophique parce que ça a la capacité de quand même déclencher des petites boucles, ou de se prendre une vague qu'on n'avait pas prévue, ou éventuellement, s'il y en a dans la pirogue qui ont décidé de refoutre le bordel, de basculer la pirogue vers la planète étuve. Donc voilà où on en est. Jacques? C'est-à-dire revoir notre rapport au monde. Comment on considère les animaux, les plantes, l'univers, nous, les humains, autrement. Et je pense que toute notre manière d'être au monde depuis 3 siècles nous a foutus dans la merde. Donc c'est une des pistes, voilà, encore un des leviers, d'aller re-questionner ça et de remettre en cause ça. On parlait du capitalisme. Ah, bon, j'ai perdu. Et comment avoir un cap écologique avec un modèle capitalistique qui est profondément agressif et corrosif sur notre biotope? Jacques? Alors là, c'est peut-être quelque chose que je reprocherais aux écologistes,
c'est leur phobie du nucléaire. Le mal, c'est que le système économique pervertit l'âme humaine. C'est ça que vous dites. Pour moi, le problème, il est plus en amont. C'est la taille des systèmes, c'est la démesure et l'échelle des systèmes. Et on a dépassé des seuils de taille de système qui sont devenus au-delà du seuil de convivialité, en fait. Au début, tu as des petits systèmes techniques qui nous libèrent. Et au-delà d'un seuil de convivialité, ça a été théorisé par Ivan Illich dans les années 70, le système technique devient trop grand et aliène son créateur. Par exemple, la voiture, ça te libère parce qu'au début, tu peux aller plus vite. Sauf qu'à un moment, tu as tellement de voitures que tu passes plus de temps dans les embouteillages, ça t'aliène. L'école, ça libère, ça apprend à lire et à écrire. Sauf qu'à un moment, il y a trop d'écoles, ça norme, ça fait que des moutons, ça t'aliène, etc. À l'hôpital, c'est pareil et tout. Et là, le système global, économique, politique, c'est des macro-systèmes qui sont devenus trop complexes, trop chers en énergie pour maintenir, trop, etc. Jacques en parle bien dans ses bouquins. Et c'est devenu aliénant. Et on est verrouillé dans ces macro-systèmes et on risque vraiment, les menaces, c'est ça, c'est aller vers trop de capitalisme, de démesure en fait dans tous les sens du terme, parce qu'on a des trop gros systèmes. Qu'est-ce que c'est réduire la taille du système, simplifier un système? C'est ce que l'archéologue Joseph Tainter appelle un effondrement. Une simplification des macrosystèmes, c'est un effondrement. Voilà, alors ça peut être choisi, dirigé, je ne sais pas, j'en doute, subi, en tout cas, effondrement, renaissance, ça fait partie des dynamiques, et la possibilité aussi, il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse ne pas renaître. Jacques, la thermodynamique d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe? Elle explose. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser? Oui. Oui, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que le système n'était pas soutenable, que les ressources naturelles ne nous permettent pas, au niveau de la consommation actuelle, de rester dans un état quasi stable avant la fin du siècle. Un état convivial. Convivial, pas pour tout le monde. Je rêverais de dire stable, quasi stable. Et donc, il est tout à fait évident pour moi qu'il y aura un problème que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle. Nous ne savons pas ce que ça sera. On peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des rigolos qui développent le virus de la variole, par exemple, ce qui pourrait créer une épidémie inarrêtable. Nous pouvons aussi avoir un changement d'état dont vous parliez tout à l'heure, comme par exemple le détournement du Gulf Stream ou la fonte de l'Antarctique, qui véritablement crée le chaos. Donc, il va y avoir toute une série d'événements très sérieux qui impliqueront des populations nombreuses, et donc on peut pas arrêter les conflits. Moi, je n'emploie pas le mot réchauffement climatique, mais le changement climatique. Et là, c'est pareil, il y aura des changements dans les rapports internationaux, des changements dans les habitudes. Et je pense que, en même temps que cette évolution générale, il va y avoir une évolution technique. Je suis très frappé par l'évolution de l'électronique, qui pour moi, depuis 1960, est le ressort de l'histoire, avec des impacts énormes que nous ne mesurons absolument pas dans les relations humaines. Et donc, nous avons toute une série de courbes d'évolution croissante vers le non supportable. Donc, effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Et ces choses seront mauvaises. Parce que quand vous avez une épidémie de variole et que vous avez la moitié de l'humanité qui disparaît en 3 mois, ça s'appelle un changement. Un changement. Et ça va arriver. Donc une profession qui veut, avec ce constat un petit peu anxiogène, toi qui as des enfants, qui as décidé de te mettre un peu au vert,
Comment tu fais pour élever tes enfants en connaissance de cause? Pour l'instant, je leur en parle pas parce qu'ils sont petits. Ils ont 4 et 6 ans. Quel âge tu as? Moi, j'ai 40 ans. En fait, je suis assez d'accord avec le constat que tu fais, Jacques. Et j'ai remarqué que dire les choses comme ça, de manière si abrupte, à des générations qui ont des jeunes enfants ou des femmes enceintes, etc., ça passe pas du tout le message. Ils sont fonctionnaires. Et je pense qu'il faut être scientifique, il faut être là depuis longtemps dans les chiffres, je sais pas, il y a un truc pour être OK avec tout ça facilement. Je sais pas en fait, mais la froideur de la donnée. Il y a un peu de ça, mais je pense que on peut pas se contenter que de la froideur des chiffres. Et du coup, moi, j'essaie de travailler des postures, de voir comment ces chiffres peuvent être compris, crus, enfin, je veux dire, digérés par une diversité de gens. Et les femmes enceintes, les jeunes couples qui ont des enfants, etc., je pense que tous ces chiffres doivent être mis dans un récit. Finalement, quand on parle d'effondrement, c'est une mise en récit des chiffres abominables, quoi. Tu vois, tu as des chiffres sur l'eau, le pétrole, le climat, c'est horrible. Tu prends ces chiffres et je vous dis, c'est un effondrement qui est en train d'arriver. L'effondrement, c'est un récit, c'est une mise en histoire. Et la clé, c'est que ces récits qu'on se raconte n'écrasent pas l'avenir, n'aplatissent pas notre avenir. Pourquoi? Parce que l'annonce des catastrophes est toxique en elle-même. Ces annonces, scientifiques, carrées, tout ce que tu veux, sont toxiques parce qu'elles te changent ta vie au moment présent, elles te pourrissent la vie. Et en fait, tu peux vivre encore quelques années, tu peux essayer de les vivre bien. Tu vois, et c'est ça la différence, c'est que de ne pas rendre les annonces toxiques au point de pourrir la vie des gens. Ça, c'est vraiment délicat, et je pense que les scientifiques, alors les médecins, ils travaillent à dire que toute l'humanité entre dans une phase de soins palliatifs. On pourrait le dire. Je veux dire, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Et donc, passer à l'âge adulte, c'est reconnaître la mort possible. Dans quelques années, mais il y a quelques années encore, on peut bien vivre avec l'idée de la mort. C'est ça, l'histoire de la philosophie, c'est comment bien vivre avec l'idée de la mort. Et là, on parle d'un effondrement de la société, c'est-à-dire la mort de notre société, de la biosphère, de notre espèce. Tout est possible encore. Je veux dire, ça dépend des boucles de rétroaction et tout ça. Donc là, on parle de la mort en général. Alors, accepter ça, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire commencer à être dans une posture où on va pouvoir se mettre en marche, faire quelque chose, essayer de bien vivre avec. Et on ne sait même pas si ça va réussir ou pas, mais on va essayer de bien vivre ces années-là. Sauver l'humanité, c'est un rêve. Pablo, un rêve, un cap, la jeunesse. Pour moi, Ouais. Ouais, j'ai plein de rêves. Moi, je trouve déjà que notre époque manque de rêves, de capacité d'imagination, de déployer des horizons, etc. Ça s'est un peu asséché. Je ne vois pas avec angoisse notre évolution. À l'heure actuelle, nous avons une espèce qui est dominante et qui est ce que j'appelle méchante. Chaque espèce a subi une évolution où un de ses caractères devenait dominant et finissait par le faire disparaître. Je prends un exemple, les éléphants, etc., ont donné des mammouths qui avaient des telles défenses qu'ils ne pouvaient plus les porter. Ils ont fini par tomber par terre et mourir. Je pense que l'espèce humaine, son caractère principal, c'est la méchanceté. Et cette méchanceté... La connerie, hein. Et la méchanceté finira par tuer l'humanité, comme le poids des défenses a tué les mammouths. Et donc, l'humanité aura été une espèce qui a subi une évolution avec un maximum, une culmination
qui est sans doute dans notre siècle. Et puis après ça, il se passera quelque chose d'autre. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime pas le mot catastrophe, parce que il charrie une connotation déplaisante, angoissante. Mais ça, c'est parce que vous avez 12 ans, parce que vous avez eu le temps de vivre. Imaginez-vous prendre connaissance de tous ces faits à nos âges. Pour nous, c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça que je pense aux gens qui ont votre âge et qui veulent réagir, et c'est pour ça que je propose des solutions. Là, on va passer aux questions Internet parce qu'on arrive bientôt à la fin. Que pensez-vous des dernières marches pour le climat qui ont eu lieu? Réel début d'une prise de conscience écologique ou pétard mouillé? Ouais, j'espère, début d'une prise de conscience. Après, on n'est jamais sûr, mais je pense qu'il y a un nouveau public qui a été touché là. Et je pense qu'avec un peu de chance, ça peut faire des exponentielles et boucles de rétroaction. On l'a vu aussi, il y a un signal faible, c'était la pétition, là, ça peut paraître anecdotique, mais Aurélien Barraud? Non, d'élèves de grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, etc., qui refusent de participer qui se font embarquer dans les multinationales et qui refusent de participer, en fait. Donc il y a une sorte de... voilà, même les élites, à un moment, les fils, les jeunes générations, des élites politiques et économiques qui refusent maintenant, qui veulent du sens, en fait. Ils ne veulent plus juste faire du profit. Voilà, c'est des signaux faibles. Je pense que depuis cet été, il y a eu un basculement dans l'imaginaire. Il y a eu l'effet Nicolas Hulot qui a fait... ça fait tomber les masques. Le gouvernement, on ne peut plus compter dessus. On fait les choses nous-mêmes. Il y a eu l'étude de la planète Étuve. Il y a eu les canicules. Il y a eu... Cet été, il y a eu un basculement. On a parlé pas mal d'effondrement, etc., dans les médias, dans les grands médias mainstream, en tout cas en milieu francophone. Voilà. C'est une citation que j'aime beaucoup de Wilson, qui est un de mes héros, un biologiste spécialiste des fourmis. C'est lui qui a rendu populaire le terme de biodiversité. Et il dit là récemment « Aujourd'hui, l'humanité est comme un rêveur ambulant, pris entre les fantasmes du sommeil et le chaos du monde réel. Nous avons créé une civilisation Star Wars avec des émotions de l'âge de la pierre, des institutions médiévales et une technologie déifiée. Nous sommes affreusement troublés par le simple fait d'exister et nous représentons un danger pour nous et pour le reste du vivant. » Un grand biologiste, il doit avoir 90 ans aussi. Et moi, ça me fait penser pour les jeunes générations, il faut deux choses. C'est aussi ce que dit Joanna Macy, une éco-psychologue américaine. Elle dit qu'il faut de la sagesse et de la compassion. Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est des anciens. C'est vrai que c'était vraiment un plaisir et je suis très impressionné de vous avoir rencontré, Jacques. C'est aux jeunes de chercher des anciens qui vous font grandir, qui vous initient à l'âge adulte. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Et c'est précieux. Le thème de l'effondrement, alors c'était pas encore là à l'époque, mais je crois que c'est 1 ou 2 ans après, j'ai fait une étude sur l'agriculture sans pétrole. Donc ma formation en agronomie, et collé au pic pétrolier, ça donne quoi? Et du coup, les agronomes, en fait, ils parlaient souvent de peut-être la fin des énergies fossiles, mais sans plus. C'était un tiret, tu sais, dans les PowerPoint, voilà, peut-être, c'est un risque. Et puis les spécialistes du pic pétrolier, parce que du coup, j'allais à des colloques, j'ai participé à l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier et de gaz en Belgique. Et puis eux... Vous connaissez Daniel Ganzer, non? Non. Il est en Belgique? Partie de ce truc-là, non, il est en Suisse. Non, j'ai pas connu en Suisse. Mais du coup, eux, c'était pareil. Ils faisaient des PowerPoint en disant, bon voilà, il y aura des problèmes dans l'économie. Puis un tiret, c'était l'agriculture. Il n'y avait pas de connexion. Du coup, j'ai fait une étude pour Barricade sur l'agriculture, disons, sans pétrole. Pour moi, c'était un déclic parce que j'amorçais déjà une réflexion qui était nouvelle en Europe. Parce que j'ai vu aux États-Unis, il y avait déjà 2-3 penseurs, des centres, je pense au Land Institute avec Wes Jackson qui travaillait là-dessus. Ils développaient des nouvelles techniques de traction animale. Enfin, c'était fou pour un agronome. Et même des céréales pérennes, des céréales qui ne doivent pas se ressemer. Enfin, c'était génial. Et en Europe, rien. J'ai même demandé, je me souviens, à une conférence à Michel Griffon, un
des grands penseurs de l'agriculture, de l'agronomie en France. Il était, je crois, directeur adjoint de la recherche, de l'Agence nationale pour la recherche, un truc comme ça. Et puis je lui pose une question après sa conférence, je lui dis l'agriculture sans pétrole, post-pétrole? Il me regarde et fait ah, ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Et je lui demande est-ce qu'il y a des labos de recherche en Europe qui travaillent là-dessus? Non. Et du coup, ça m'a remotivé à me mettre là-dessus. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer après l'Institut Momentum. Il y avait Yves Cochet, Agnès Sinaï, etc. Et ils m'ont invité à faire ces recherches. Et là, à présenter ces recherches, pardon. Et là, c'était quoi? C'est Yves Cochet qui m'a demandé du coup de faire un rapport pour le Parlement européen, le groupe Les Verts, sur l'avenir de l'agriculture en Europe. C'était super, mon sujet. Je me suis lâché. Il m'a dit sous l'angle de la résilience. Alors, la résilience, la capacité de se remettre des chocs pour un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle de résilience, on parle de catastrophe. Donc, il m'a dit ta carte blanche. Et là, je me suis fait plaisir. Donc, j'ai été voir en climatologie, en biodiversité, en pétrole. Et comme j'étais payé pour ça, j'ai pris... c'était dans les 2000 et quelques, un truc comme ça. Brut, net? Je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Et du coup, j'ai pris un été, je me suis pourri l'été avec ma compagne et on avait... c'est toujours la même ou... Ouais, c'est toujours la même. Mais on s'est pourri l'été parce que... Enfin, moi, ça m'a bouleversé. J'avais des piles d'articles comme ça et tous les jours, en pleine vacances avec les bébés et tout ça, c'était dur. Enfin, j'ai perdu 6 kilos. Je me souviens. Et après, voilà, pendant 4 mois, je me suis gavé de tout ça. Et puis en 3 semaines, c'est sorti, ce rapport. Et ça a fait un petit buzz parce qu'à l'époque, Olivier de Scutter, là, qui était rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, en fait, il habitait à Bruxelles, je le connaissais, je lui ai envoyé le rapport, il m'a fait c'est super. Il m'a soutenu au Parlement. Et du coup, il y a un éditeur qui est venu me voir, qui comprennent, qui se mettent à croire, qui se mettent à cheminer et qui font toutes ces... Quoi croire? Parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. C'est ce que dit très bien Jean-Pierre Dupuy, le philosophe. C'est-à-dire qu'on a tous les chiffres, tout est là. Il suffit de lire un rapport du GIEC, de lire plein de trucs chiants sur Internet. Enfin, faut un peu se forcer. On rassemble les données, on fait tourner les méninges, tout est là. Enfin, tout est là. Devant un fait, l'être humain, il est incroyable. Il préfère renoncer aux faits, mais garder ses croyances, plutôt que changer ses croyances pour les accorder aux faits. Ça annonce peut-être la fin définitive de la croissance mondiale. Ça ne marche pas, ça colle pas. Donc il faut renoncer à ses croyances, à ses histoires, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà, un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc on est pris dans des schémas. Mais ça, c'est... Harari avec Sapiens qui le dit bien aussi, on est pris dans nos croyances, nos histoires, nos mythologies et on préfère renoncer aux faits que renoncer à nos croyances. Ce que tu entends par effondrement, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est la définition des archéologues, c'est une diminution brutale de la population dans une zone donnée, dans une région donnée. Ça, c'est une définition qui est pas mal quand on regarde a posteriori, quand on regarde le cas de la civilisation romaine, maya, etc. Par contre, pour nous, c'est un peu délicat. Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, voilà, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposée Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Donc là, c'est une définition un peu plus discutable, mais plus tangible pour discuter d'effondrement aujourd'hui, pour les générations présentes. Comme je disais, ça prend des années de se rendre compte de ça, et on y va graduellement. Si tu dis à quelqu'un qui découvre, tu lui dis tout, tu lui balances tout, ça le casse. Moi, j'ai déjà cassé des publics.
Au début, j'étais enthousiaste. J'ai fait un cours de 4 heures. J'ai balancé tous les graphiques sur le climat et tout. Ils étaient démontés. Ils étaient démontés livides. Ou ils n'étaient pas équipés pour comprendre? Mais c'est pareil. Comment ils fonctionnent, comment l'armée peut éventuellement se préparer ou croit en ces infos ou pas. Parce que moi, on avait été influencé dans le livre par des rapports de l'armée allemande, états-unienne, australienne, sur le pic pétrolier. Donc, ils décrivaient très bien les conséquences que ça pourrait avoir. L'armée allemande, c'était effondrement. Si le pic pétrolier a lieu en 2010, et il a lieu, le brut a eu lieu en 2006-2007, l'armée prévoyait un effondrement de nos sociétés 2025-2030. La Bundeswehr, l'armée allemande. Voilà, bon, c'est des possibilités, mais ça fait quand même réfléchir. Et l'armée états-unienne, il y avait eu, sur le pic pétrolier, il y a eu plusieurs rapports. L'administration fait le rapport Hirsch, qui est passionnant, en 2005, sur le pétrole. Ça, il faut aller lire, c'est fou. 2005, on savait déjà tout. Puis après, on se tape 8 ans de Bush. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et il y a eu pas mal de rapports aux États-Unis. C'est mis en ligne, c'est ça qui est fou, sur le climat. Le rapport entre l'armée, le climat et les possibilités de géopolitique, de déstabilisation, c'est effrayant. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Enfin, tous les scénarios, voilà. Il y a eu scénario plus 2 degrés, ils appellent ça catastrophique. Ils font un scénario plus 9 degrés de moyenne, scénario anéantissement, ils l'appellent, avec voilà, plus de degrés, guerre nucléaire entre Pakistan et Inde pour les ressources en eau. Enfin, c'est fou. Ouais, la nappe phréatique là-bas en Inde, c'est catastrophique, non? La nappe phréatique, ouais, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a la fonte justement des glaciers de l'Himalaya et la diminution de l'eau potable. Là, c'est dramatique, surtout qu'au Bangladesh, montée des eaux. Du coup, ça prend en étau des milliers, des centaines de millions de personnes. Et en plus, avec les tensions ethniques, etc., là, ils sont en train de construire un mur de je ne sais pas combien de kilomètres de long entre les deux. Voilà, il y a un climatologue du Bangladesh, j'ai oublié son nom, ça ne me revient pas, mais c'est dans le bouquin, qui parle de génocide climatique, de l'expression. Voilà, et l'armée, le boulot de l'armée, c'est quoi? C'est de prévoir les mauvaises nouvelles. Forcément, ils sont lucides là-dessus. On peut ne pas les croire. Le gouvernement peut ne pas croire les corps de l'armée qui font de la recherche là-dessus. Mais je pense que c'est le boulot de l'armée de prévoir ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce que fait l'armée. C'est pas les pénuries le problème. C'est les pénuries à venir. En fait, l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. On a été fait là-dessus. On a évolué là-dessus. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, en croyant que l'autre, il va te bouffer la gueule. Et c'est ça la boucle. Tu vois, il y a un paradoxe temporel, philosophique, métaphysique, d'ailleurs que démêle bien Jean-Pierre Dupuis. Il y a une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois, si tu es dans le bain culturel, que ton voisin, dès qu'il n'y a plus de nourriture, il va venir te voler, tu peux que te préparer à ça. Et en te préparant, en croyant ça, les autres te voient et du coup, ils croient. Et ça fait ça crée les conditions que tu voulais justement éviter. Ah, écoute. Dans toutes les catastrophes, les catastrophes brutales, tsunami, attaque terroriste, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, etc., le comportement majoritaire, mais ultra majoritaire, c'est l'entraide et l'auto-organisation. Plus on va à l'épicentre, plus il y a du silence, pas du tout de panique, de l'auto-organisation et des actes d'altruisme extrême. Les tours jumelles, pareil, les témoignages... Ça, c'est des épiphénomènes. Ah non. C'est massif. Et les scientifiques ont même abandonné le terme de panique. Alors, ce qui se passe... Non, mais c'est normal, parce que quand on est choqué, quand tu vois tout ton environnement, voilà, tu cherches la sécurité. Tu cherches d'abord à aider l'autre. On peut voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme en fait le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité va enfin se serrer les coudes pour ne pas mourir, en fait, pour ne pas s'auto-suicider, pour résister, enfin pour survivre ou vivre plus longtemps au changement climatique. Le problème, c'est qu'il manque plusieurs ingrédients, et on les détaille dans le livre. Pour qu'il y ait entraide dans un groupe, il faut qu'il y ait
sentiment de sécurité, qu'on se sente bien avec les autres dans le groupe. C'est pas gagné au niveau international, parce que on sait qu'il y en a qui trichent, il y a des services secrets, tout ça, c'est le bordel. 2, sentiment d'égalité ou d'équité. On en est loin. Quand tu as les États-Unis, tu as 5 pays qui ont le droit de veto. Enfin, déjà, c'est pas au niveau de l'ONU, il n'y a pas du tout d'équité. Tu as des petits pays, tu as des grands pays. Enfin, pas du tout de sentiment d'équité. Mais ça, c'est hyper toxique pour un groupe. Le sentiment d'inégalité ou d'injustice, alors là, ça provoque un effondrement de la. T'as déjà essayé d'enlever un gâteau à un obèse? Le train de vie américain est pas négociable. C'est ça. Bon, après, tu as la question de la dépendance aux drogues. Enfin, je veux dire, dépendance au pétrole, c'est une vraie drogue. La dépendance à la dette. À la dette, ouais, à la croissance, qui est simplement une calorie espérée, future. Attends, le troisième sentiment, c'est le sentiment de confiance. C'est juste pour terminer ça. Par rapport à la dépendance à une drogue, ça, petite parenthèse sur le mouvement de la transition, je trouve ça vachement intéressant si vous creusez. Enfin, le manuel de transition en parle bien. Une des techniques pour justement se libérer du pétrole, ils ont été les prendre dans la psychologie de sevrage, des toxicos. Et c'est passionnant. Du coup, on fait des groupes d'entraide, etc. Et c'est les mêmes au niveau collectif. Tu as les mêmes méthodes de psychologie, de suivi. Sur des petits groupes. Des petits groupes, dans les transitions, quoi. C'est toujours des groupes locaux, de quartiers, etc. Et tu peux faire ça et ça te sert à te désintoxiquer du pétrole. Je trouve ça génial. Ça permet d'avancer. C'est peut-être pas la panacée, mais en tout cas, ça montre bien qu'effectivement, au pétrole, on est complètement drogué. À un produit pas cher. Enfin voilà, le pétrole, c'est magique. C'est une source d'énergie magique et on ne peut pas s'en passer, quoi. Il y a eu un basculement. La question de la possibilité d'une rupture, d'un effondrement, elle est beaucoup plus présente qu'il y a 4-5 ans. Je faisais des conférences, les gens, ils étaient livides. À chaque conférence, il y avait des gens qui pleuraient, qui se levaient en colère, qui étaient démontés. Enfin, c'était fou. Et là, ça passe toujours comme une lettre à la poste. Au contraire, les gens sont plus heureux, je dirais, dans l'enthousiasme. Il n'y a pas un phénomène de gourouisation aussi? Peut-être, il y a un biais, je ne sais pas. Mais, non, il n'y a pas que ça. Enfin, c'est d'autres gens avec qui je parle qui ont ce ressenti. Mais ce qui fait plaisir aux gens, ce qui met dans la joie, c'est le fait de ne pas se sentir seul. Parce qu'au début, quand on découvre le sujet, on est seul. Et après, quand on commence à travailler, à malaxer ce sujet, à le traiter, à se morfondre, à y penser jour et nuit, dès qu'on va voir des gens qui pensent pareil, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Il y a les étapes de la prise de conscience, et il décrit 5 stades. Stade 1, c'est déni, il ne se passe rien. Il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, il suffit de plus de croissance et il n'y a pas de problème. La science et la technologie va nous sauver. Stade 2, je ne sais plus exactement, il faudrait voir, mais stade 2, c'est il y a un problème. Gérard Rolls. Le climat, le pic pétrolier, non, c'est le nucléaire, mais non, c'est la finance, mais non, t'es con, c'est les inégalités, non, c'est ça, non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait, non, il y a peut-être 2 ou 3 problèmes. En fait, peut-être que climat et pétrole, c'est lié. Ah ouais, mais non, mais du coup, peut-être le nucléaire aussi. Ouais, non, mais en fait, il y a les métaux rares. Et on passe son temps, dans des réunions, à prioriser, à donner des priorités aux luttes, quoi. Non, ce qui est plus important, c'est le changement climatique. Mais non, c'est le nucléaire, etc. Et puis après, on creuse, on se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inextricable. Et stade 5, c'est... il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « oh ». Enfin, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait, le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit, mais en fait, ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains, avec mes enfants, avec ma femme, avec... En fait, c'est un problème. Et là, tu pars dans
la représentation, enfin tout. Et du coup, il y a plein de gens qui disent c'est un chemin spirituel, c'est une transition intérieure. Il y a un truc qui se passe ces derniers mois. Il y a une prise de conscience et c'est assez massif. Bah ouais, mais tout est plus complexe que ce qu'on croit. Hein. Non, mais ça risque d'être assez le bordel quand même. Et ça, il faut s'y préparer, je pense. Ah non, mais attends, il y a 3 manières de mourir en masse. C'est ça. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les 3 manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques. Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur 3 choses. Guerre, maladie et famine. Et les 3 sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Et il peut y avoir des causes climatiques, des causes... On n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. Ouais. C'est pas un conseil, c'est juste... désolé. C'est juste m'excuser. Vos idées, vos lumières sur ce qui se passe au niveau de l'énergie, du climat, de la taxe carbone, tout un tas de petits sujets comme ça. Comment allez-vous ? Bah écoutez, je suis vivant, ce qui est un début. Comment ça se passe au niveau de votre sujet ? Est-ce que la population est sensible à ce que vous nous racontez sur Internet ? Ça dépend comment on mesure la sensibilité. Trafic, est-ce qu'il y a une masse de population qui est suffisamment importante pour amener ce sujet-là devant les politiques d'une façon concrète ? Non, la réponse est non. Pour qu'un sujet arrive devant les politiques, en fait, en démocratie, il faut que ça représente un groupe de pression. Donc les gens qui existent aux yeux des politiques, c'est soit les gens qui sont susceptibles de faire voter pour quelqu'un d'autre, soit les gens qui sont susceptibles de déplacer un morceau de l'économie. Voilà, c'est les gens qui représentent une fraction suffisante de la société pour être capable de dire si vous ne me faites pas plaisir, ou si vous ne faites pas plaisir au groupe que je représente, je m'énerve, je monte les dents, etc. Quels sont les risques ? Quelles sont les menaces par rapport à... Du moins, est-ce que la population est exposée à des menaces selon vous ? Alors, la réponse est oui, sauf que pour le moment, on voit la partie sympathique de la menace. Si je prends, on pourrait presque dire que l'énergie, c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique, sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois arrivera derrière. Alors le côté très sympathique, il arrive au début. Depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun. On peut aller plus loin, plus vite pour moins cher. On a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher. On a augmenté notre pouvoir d'achat. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Alors il y en a une à laquelle on peut penser, c'est le changement climatique, mais pas que. Le fait qu'on soit très nombreux sur Terre, par exemple, ce qui a été permis par l'énergie, a engendré de la déforestation. Parce que pour nourrir tout ce beau monde, il faut faire des champs. Les effets désagréables ont commencé à arriver et vont augmenter avec le temps. Donc il y a une forme de menace à ce titre. Est-ce que la population s'en rend compte ? Probablement plus qu'on ne le pense de façon un peu diffuse. Est-ce qu'elle s'en rend suffisamment compte et est-ce que c'est suffisamment haut dans ses priorités pour qu'elle accepte d'arrêter de vivre vite quelque part, c'est-à-dire de profiter de tout tant qu'on en a et on verra ensuite pour plus tard? Ça, c'est pas complètement certain. Le mix énergétique, ça doit vous parler. Le mix énergétique dans 10 ans, on aura quoi à votre avis ? Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui est dominé à 80% par les combustibles fossiles. Et si je fais court, c'est 30% en pétrole, un peu moins de 30% en charbon et un peu plus de 20% en gaz. Et le mix énergétique mondial dans 10 ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse. Si on est raisonnable sur le climat, on consommera moins d'énergie, mais ça sera toujours de manière dominante des énergies fossiles. Si on n'est pas raisonnable sur le climat et qu'on a encore suffisamment de stock, on consommera plus d'énergie fossile et ça sera surtout plus de gaz et de charbon. Parce que le pétrole, on n'est pas très loin du maximum. Mais voilà, il n'y aura pas de basculement rapide sur autre chose dans les 10 ans qui viennent. Les répercussions sur l'économie ? Alors, la répercussion sur l'économie, il faut rappeler le rôle de l'énergie dans l'économie. En fait, l'énergie, c'est par définition la formation d'un flux physique. C'est ça l'énergie. Donc l'énergie, ça sert à compter un flux physique. Or, l'économie, ça sert à créer des flux physiques. Quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de 12, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme tout un tas d'éléments dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques.
Donc et puis quand derrière je transporte le meuble que j'ai fabriqué entre l'usine de meubles et le magasin où je vais aller l'acheter, même en kit, c'est encore un flux physique. Quand je déplace le consommateur en voiture jusqu'au magasin, c'est encore un flux physique. Donc l'économie, elle est basée sur des flux physiques. Plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machines, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine, et donc plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc il y a un lien inexorable entre la production économique, au sens où on l'entend habituellement mesurée en euros, et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. On ne sait pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand l'économie se contracte? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, dans le passé, c'est pas le passé, c'est les 10 dernières années. En fait, il se trouve que l'approvisionnement énergétique dans ce qu'on appelle la zone OCDE, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore classiquement les pays riches, sauf que même les pays pauvres aujourd'hui sont très riches par rapport aux paysans du Moyen-Âge, mais bon, appelons-les quand même les pays riches, les pays de l'OCDE, donc toute l'Europe, l'Amérique du Nord, le Mexique, etc., le Japon. Dans cette zone-là, l'approvisionnement énergétique global est passé par un maximum en 2006. Donc ça fait 10 ans qu'on a passé le maximum, 11 ans même, et ça a commencé à décliner derrière. Et c'est parce que cet approvisionnement a décliné que la croissance économique a commencé à ralentir dans ces zones-là, que ça a créé aux États-Unis un problème de retournement des prix de l'immobilier, qui lui-même a engendré la crise financière que l'on sait. Donc c'est bien la crise énergétique qui a déclenché la crise financière. Donc ça, c'est une première conséquence très concrète de la crise économique, qui s'est translatée en Europe, qui s'est traduite par une baisse du nombre d'emplois. Alors pourquoi est-ce que quand l'approvisionnement énergétique baisse, le nombre d'emplois baisse? C'est assez simple, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un emploi qui puisse se passer d'une machine. Personne qui est derrière la caméra, là, a besoin d'une machine. Si je lui supprime sa caméra, je lui supprime son emploi. Moi, j'ai besoin de machines pour fonctionner, même si je suis consultant. J'ai besoin d'un métro pour m'amener à mes rendez-vous. J'ai besoin d'un ordinateur pour marcher. De temps en temps, j'ai besoin d'un ascenseur pour monter au 30e étage de la tour où j'irai voir quelqu'un. D'un téléphone pour prévenir que vous êtes en retard? Jamais. Non, depuis peu, un téléphone qui me sert parfois à prévenir que je suis en retard, mais ça, c'est pas indispensable pour faire mon boulot. Par contre, le métro, beaucoup plus. Et l'ascenseur pour monter au 30e étage de la tour, il l'est aussi quelque part. Et l'ordinateur, encore plus avec le métier que je fais. Donc je suis totalement dépendant de machines. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus. Et même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines pour faire les aliments pour ses canards, pour bouillir les foies, enfin pour cuire les foies, pour fabriquer les bocaux dans lesquels il va les mettre. Enfin, donc on est tous dépendants de machines. À partir du moment où je contracte l'approvisionnement énergétique, j'ai moins de machines qui travaillent et donc j'ai besoin de moins de monde pour piloter les machines. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays industrialisés, quand je contracte rapidement l'approvisionnement énergétique, je baisse l'emploi. C'est ce qu'on a constaté dans tous les pays de l'OCDE après 2006, où on a vu le chômage augmenter. Et dans les pays qui aujourd'hui ont apparemment résorbé une partie de leur chômage, notamment les États-Unis, en fait, si on regarde la fraction de la population qui occupe un emploi, elle est aujourd'hui inférieure encore à ce qu'elle était en 2000. Et une partie de ces emplois sont des emplois plus mal payés que ce qu'on avait en 2000. Donc, la conséquence d'une contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous, c'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste qui s'appelle Trump, Marine Le Pen ou Brexit. C'est les mêmes expressions, on va dire, dans les urnes, venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception. Pour résumer trivialement, c'est quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Alors, quand il n'y a plus de foin dans le râtelier de la machine, le cheval qui dépendait de la machine se bat, effectivement. C'est exactement ça. Sauf que ce n'est pas notre nourriture à nous qui est en cause aujourd'hui, c'est la nourriture des machines qui nous permet d'avoir ce pouvoir d'achat à profusion et ce système économique à profusion. Alors, beaucoup de responsables économiques et beaucoup de responsables politiques à la suite font une erreur de lecture derrière en se disant il n'y a qu'à prendre les bonnes mesures et l'économie repartira à la hausse. Moi, je crois que malheureusement, ce n'est pas ça qui va se passer. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques. Sans se castagner.
sans se castagner. Et je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux, et non pas comment je prends les bonnes mesures de je sais pas quoi et je vais libérer la croissance. C'est du reste assez cocasse de se rappeler que Attali avait été chargé en 2008 d'une commission pour libérer la croissance et que manifestement le résultat n'a pas été très probant. Mais il n'y pouvait rien. Il se battait contre la contraction du flux physique. Voilà. Le vrai problème qu'on a dans cette affaire, c'est un problème, et c'est là que je vais en venir à mon sujet, c'est qu'on a un problème de mauvais tableau de bord. C'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis 2 siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. On a postulé il y a 2 siècles, dans l'économie classique, que les ressources naturelles, ça vaudrait 0. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut 0. Et donc, dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain, et le reste n'a pas d'importance. Sauf que, évidemment, si je mets des hommes et une usine flambant neuve au milieu du vide intersidéral sans énergie, je pense que la production va pas être... Excusez-moi de vous couper. C'est la caste politique, on va les poivrer et les saler un peu et les rhabiller pour l'hiver. Ils sont bien au courant de ce qui se passe. Non. Oh. Non. Ils sont bien au courant. Ils ont bien des services de renseignement qui les tuyautent. Pas là-dessus. Ils ont bien des services de renseignement qui leur disent voilà, il va falloir se déployer un petit peu par là pour sécuriser notre approvisionnement énergétique. Alors oui, sauf que sécuriser l'approvisionnement énergétique, on ne fait pas nécessairement le lien avec le fait que je vais prendre quelques exemples. Avec le fait que l'énergie va augmenter ou décroître. Alors je vais prendre quelques exemples. Je pense qu'il n'y a pas... On va prendre un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire. On va y venir. Non, mais je vais y venir tout de suite. Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire, quelques règles de 3 pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière, c'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent, eh bien le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements, même très chers, dont on a besoin pour refaire du nucléaire. C'est-à-dire là où j'ai besoin de mettre 1 milliard sur la table pour refaire du nucléaire, même si c'est très cher et je dépasse les budgets, j'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec des modes intermittents plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir. Pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Hein. Et eux, ils ont 200 milliards d'euros de solde exportateur par an, donc ils peuvent se permettre ce genre de caprice, beaucoup plus que nous. Comme cet argent, on ne l'aura pas, si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon? Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas, donc pas rien. Du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique, et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc la production économique va se contracter. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne parmi les avocats de la baisse rapide du nucléaire qui dit pas de problème. J'ai bien compris la contrepartie qui est qu'on remplacera ça, pas ça par des ENR kilowattheure par kilowattheure. Énergie renouvelable, ENR. Et deux, que du coup, je dis délibérément que je vais contracter la production économique. Il n'y en a pas un pour penser ça. Donc, et non pas parce qu'ils sont stupides, mais juste parce que... Ils n'ont pas envie de perdre leur place. C'est même pas ça. L'occasion qu'ils ont de comprendre ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les circuits institutionnels, ça n'existe pas dans les gens dont ils s'entourent, ça n'existe pas. Vous faites bien des conférences à gauche, à droite, vous avez... Comment? Il n'y a pas de politique. Jamais? Si, il y a des politiques de terrain, donc vous avez des élus locaux qui commencent à... Il nous faut des noms. Des maires, je n'ai pas les noms en tête, mais je veux dire, quand je fais une conférence quelque part, il arrive que l'adjoint au maire vienne, ou même le maire si c'est une petite ville, ou etc. Mais c'est des élus locaux. Vous avez une vidéo de votre serviteur qui tourne sur Internet, qui concerne une audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale devant la Commission du développement durable. Il y a 4 ans. Il y a quelques années, oui. Je suis à un âge où on confond 6 mois et 10 ans. Il fait à peine 150 000 vues. Bon. Exactement, ça en a fait à peine 150 000, donc je suis un nain de jardin comparé à n'importe quel 20h de n'importe quelle chaîne de télévision nationale. Et surtout, si vous allez regarder les questions qu'ont posées les députés derrière, vous avez une question sur 2 qui n'est absolument pas la question que poserait l'honnête homme ou l'honnête femme qui a juste envie de comprendre un truc qu'il n'a pas compris. Ou qui a envie de réagir, mais toujours de manière honnête, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose que j'ai dit. Ils sont là pour la galerie, ils savent qu'ils sont filmés, donc ils se rendent intéressants en posant une question qui était écrite avant même que j'ai démarré mon intervention. Ils roucoulent. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, on va revenir sur le nucléaire. Comme on est un peu pressé par le temps, parce qu'on a Perico Légas qui arrive un peu,
Vous voulez Alors, rajouter... moi, je voudrais sortir du nucléaire, parce que j'en ai parlé, j'aurais parlé après du pétrole. Le pétrole, qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole, désormais, était orienté à la baisse. On va revenir sur le nucléaire vite fait. Donc, les réserves d'uranium mondiales, ça donne quoi? Ça baisse, ça baisse pas? Est-ce que l'accord avec les États-Unis, entre les États-Unis et la Russie, le fait de transférer de l'uranium aux États-Unis, cet accord est devenu caduc, oui ou non? Est-ce qu'il reste, par exemple, le Kazakhstan, c'est le dernier Arabie Saoudite du nucléaire? Où en sont les réserves d'uranium? Combien ça coûte de recharger, combien de tonnes ça coûte, du moins combien de tonnes il faut pour recharger tous les réacteurs ou tous les réacteurs nouveaux? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'uranium pour pouvoir recréer des réacteurs? L'aspect sécurité du nucléaire, l'aspect terroriste du nucléaire, l'aspect stockage des déchets, le recyclage, on y va. Bigre. Alors d'abord, je voudrais... Il faut y arriver à l'heure. Hein. Je voudrais circonscrire le débat en rappelant que le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. 5. Non, de l'électricité. D'accord. C'est-à-dire, selon la façon dont on compte, entre 3 et 5% de l'énergie mondiale. Je dis bien selon la façon dont on compte, mais je ne vais pas rentrer parce que l'électricité a une comptabilité spéciale. Ça ne change rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. 80% c'est des fossiles et dans 10 ans, 80% ça sera toujours des fossiles. Le nucléaire, dans le contexte de ce que j'ai évoqué juste avant, alors ça peut paraître étonnant à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est un moyen d'amortir la décroissance. C'est quoi? C'est le Doliprane pour faire passer la fièvre ou c'est le C'est à peu Doliprane près pour ça. supporter C'est un moyen la fièvre? d'amortir la décroissance. C'est-à-dire que comme on va de toute façon être mis à la diète en Europe sur les combustibles fossiles, qui eux par contre sont tous structurellement orientés à la baisse, le pétrole, le charbon, le gaz, les trois sont en contraction d'approvisionnement en Europe, les trois, et c'est structurel. Si en plus on abandonne le nucléaire, on accélère la décroissance. Voilà. Donc, dans mon point de vue à moi, le nucléaire, c'est un amortisseur de la décroissance, en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. Pas de problème. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon, et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. Alors je vais être provocant. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. Donc, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre, dans son ensemble, quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout, avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose. Le changement climatique, il a déjà contribué à mettre 1 million de Syriens en Europe. Je ne pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça. Le changement climatique, c'est un déterminant direct. Les Syriens? Oui. Oui. Le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante. Et c'est très exactement le même phénomène qu'on a eu au Maghreb, en Égypte et en Tunisie. C'était plutôt axé sur l'augmentation du prix des hydrocarbures vers 2008-2009, qui a créé les émeutes de la faim, le prix du pain qui explosait en Égypte. Oui, parce que l'Égypte importe un quart de ce qu'elle mange, parce que la Tunisie en importe la moitié, parce que ces gens-là ont comme recette à l'exportation des touristes qui ont disparu en 2009 et 2010 à cause de la crise énergétique que j'évoquais juste avant. Donc ce qu'on est en train d'observer autour de nous en Méditerranée, c'est déjà une expérience grandeur nature en ce qui concerne les effets désagréables de la crise énergétique et du changement climatique.